Les marques Bloch, en général, celles auxquelles j'ai assisté, m'ont beaucoup impressionné. M'ont impressionné par le mélange de simplicité et en même temps de solennité, et par l'écoute extraordinairement attentive, et puis par la clarté de ce qui était exposé. En ce qui concerne ma marque Bloch, j'étais extrêmement ému, non seulement à cause de l'occasion, mais aussi de présenter ce que fait la marque Bloch à plusieurs reprises, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait maintenant, de présenter des données de biologie qui concernaient les relations entre la vie et la mort au niveau des cellules qui nous composent, dans un cadre de sciences humaines et sociales. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement émouvant et extrêmement utile. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement important. Hein, comment concilier, au fond, je dirais que ce que nous appelons la réalité ou ce que nous percevons de la réalité est tellement riche que c'est dommage de l'apprécier que par certaines focales. Et donc séparer les sciences humaines et sociales, séparer les sciences dites dures, la philosophie, les arts, c'est d'une certaine façon s'appauvrir. Et donc je pense que c'est très important. Plus tard, j'ai découvert dans la réflexion éthique collective que c'était essentiel et que lorsque des questions de biologie ou de médecine ne sont plus simplement des questions techniques qui sont essentielles et ne demandent plus simplement de l'expertise, mais d'appliquer dans le respect le plus complet des personnes, eh bien un comité aujourd'hui dans le monde qui ne comporte qu'une expertise biologique ou médicale est considéré comme illégitime. Il faut apporter des juristes, des philosophes, des anthropologues, des artistes, des citoyens, choisis simplement parce qu'ils appartiennent à la société, avoir un regard international. Et c'est à ce moment qu'on peut véritablement s'interroger sur le sens et les raisons d'appliquer les idées et les techniques de la science, encore une fois, dans le respect de l'humanité. Donc je pense que c'est extrêmement important à titre d'enrichissement personnel. Ça devrait être une des priorités de l'école, avoir une vision globale. Et puis c'est important quand il s'agit de citoyenneté, quand il s'agit de réfléchir aux implications techniques et scientifiques de notre monde. Le livre de Pébaud montre qu'en plus d'être un très grand chercheur, c'est un merveilleux conteur. Et donc c'est un livre passionnant et je pense que ça préjuge de la qualité de la conférence Marc Bloch qu'il va donner. La paléogénomique, c'est une discipline entièrement nouvelle qu'il a fondée, qu'il a créée, dont il est le pionnier, et qui réunissait, qui mariait deux disciplines complètement distinctes. La génomique, qui est l'analyse de l'ADN des gènes des êtres vivants contemporains, et la paléontologie et la paléoanthropologie, qui est l'étude des ossements fossiles de la préhistoire. Et en fait, ça a consisté à isoler et analyser l'ADN ancien invisible qui est présent dans les ossements fossiles de la préhistoire. Et en faisant ça, il a révolutionné la façon dont nous concevons et nous représentions notre histoire. Et son but, c'était, qui paraissait fou à l'époque, c'était d'aller analyser l'ADN des Néandertaliens qui ont disparu il y a 40 000 ans pour voir leurs relations avec nous. Et on considérait que l'ADN ancien, même de quelques siècles, même de 150 ans, c'était impossible à analyser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'après la mort, il est fragmenté en petits fragments de plus en plus petits. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans chacune de nos cellules, dans le noyau de chacune de nos cellules, l'ADN est composé de 3,2 milliards de paires de bases, c'est-à-dire l'équivalent de lettres qui s'agencent en mots et en phrases et en livres. Et quand il est fragmenté après la mort, l'ADN est fragmenté en petits morceaux de quelques dizaines de paires de bases. Et donc il faut l'isoler, cet ADN précieux, il faut le copier à des millions d'exemplaires pour pouvoir l'analyser. Et surtout, il faut reconstituer, comme dans un gigantesque puzzle, l'alignement qu'il avait à l'origine, en s'appuyant sur des programmes informatiques très sophistiqués et des comparaisons avec de l'ADN contemporain. Et puis, il y a un risque énorme, qui est la contamination par de l'ADN contemporain et par de l'ADN ancien, microbien et de plantes. Et donc, Svante Pébaud, il a commencé par, lorsqu'il était étudiant en 1985, par essayer d'analyser, par analyser un petit bout d'ADN d'une momie égyptienne d'il y a 2400 ans. Et il y a quelque chose de romantique dans sa quête de notre passé humain. C'est un enfant de 13 ans que sa mère amène en Égypte et qui va découvrir avec fascination, avec passion, les antiquités égyptiennes. À 20 ans, il s'inscrit à l'université pour faire de l'égyptologie et puis il trouve que c'est un peu monotone. Et quand il va commencer
à travailler sur l'ADN, il se dira tiens, mais au fond, je peux revenir à ma passion, et il va publier cette petite séquence d'ADN. Depuis, il pense que c'était de la contamination par de l'ADN contemporain, ce à quoi il ne pensait pas et personne ne pensait à l'époque. Et il va développer des techniques de plus en plus précises pour éviter la contamination, pour s'entourer de collaborations, pour analyser l'ADN, pour aller vers ce rêve de l'analyser. Et il a changé en cours de route. Ce que je trouve très beau, c'est toujours le passé humain, mais c'est plus l'Antiquité égyptienne, c'est la préhistoire, c'est Néandertal. Et il va réaliser ce qu'on considérait comme impossible. Et après 25 ans d'affinement de techniques et d'études sur l'ADN ancien, en 2010, il publie avec ses collaborateurs la séquence quasi complète de 3 milliards 200 millions de paires de bases de néandertaliens disparus depuis 40 000 ans. La grande surprise en 2010, quand est apparue la séquence, l'analyse complète de l'ADN des Néandertaliens, c'est de s'apercevoir qu'il y avait 1 à 3% d'ADN de Néandertal dans une très grande partie de l'humanité. Et aujourd'hui, on sait que c'est dans toute l'humanité, même à un pourcentage plus faible. Donc, ça veut dire que ceux qu'on considérait comme nos lointains cousins sont en fait pour partie nos ancêtres. Et donc, on ne les regarde plus de la même façon et nous ne nous regardons plus de la même façon. 1 à 3%, ça ne rend pas compte de l'importance de l'héritage. Parce que chacun hérite de petits fragments différents de Néandertal. Et donc, lorsqu'on met bout à bout dans la population humaine ces différents fragments, pour l'instant, on arrive à 50% de l'ADN de Néandertal. Et donc, de cette lignée humaine qui a disparu il y a 40 000 ans, comme un fantôme, persiste et se propage en nous la moitié de cet ADN. Et ça confirme, je pense, ce que disait Faulkner, le passé n'est pas mort, il n'est pas même passé. Ça nous montre jusqu'à quel point on ne sait jamais de quoi hier sera fait, ce qui veut dire on ne sait jamais jusqu'à quel point les recherches vont modifier le paysage de notre passé tel que nous le représentons. Ça, c'est Néandertal, et en analysant des ossements de Néandertal, l'ADN des ossements de Néandertal dans une grotte en Sibérie, la grotte de Denisova, Pébaud et ses collègues, en analysant un petit fragment de phalange, découvrent un ADN d'une lignée humaine inconnue, cousine de Néandertal et cousine des hommes et des femmes modernes, dont personne n'avait imaginé l'existence et dont personne n'avait jamais trouvé de fossiles. Et donc ça montre à quel point l'ADN ancien invisible peut nous renseigner sur des pans inconnus de notre passé. Et là encore, mais dans une partie seulement de l'humanité, il y a quelques pourcents d'ADN néandertalien qui persistent. Ça nous parle de notre passé, ça révolutionne notre représentation du passé, mais ça nous parle aussi du présent. Parce qu'en fonction des fragments d'ADN de Néandertal dont on a hérité, eh bien, il peut y avoir une plus grande sensibilité à la douleur. Il peut y avoir une protection ou une susceptibilité aux maladies. Pébaud et ses collègues ont montré qu'il peut y avoir certains fragments qui favorisent la survenue de complications graves du Covid-19, alors que d'autres, au contraire, protègent contre ces complications. Donc, c'est notre passé. Ça reflète nos adaptations anciennes, mais ça a aussi une influence, une réverbération sur notre santé et notre physiologie aujourd'hui. Et peut-être demain, si nous sommes frappés par de nouvelles pandémies. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important. Et puis ça a été la naissance, à partir de ces découvertes, d'une aventure qui maintenant a pris une ampleur considérable, qu'on appelle l'archéogénomique, et dans laquelle il a joué un rôle important, et qui en fait, non plus l'étude de l'ADN des Néandertaliens et Denisoviens, mais des hommes et des femmes modernes, depuis la préhistoire, il y a 45 000 ans, jusqu'il y a quelques siècles. Donc c'est l'histoire, l'Antiquité, la préhistoire. Il y a actuellement quelques centaines de personnes dont l'ADN a été séquencé, analysé à partir de leurs ossements, et qui nous révèlent les migrations incessantes, les métissages incessants de nos ancêtres, et même très récemment leur structuration sociale, leur structure familiale. Hier, à la fin juillet, une analyse de plus de 90 personnes appartenant à 2 familles, sur plusieurs générations, et qui montre, y compris, comment ils sont répartis dans les tombes. Et donc, c'est vraiment une nouvelle façon de voir notre passé. Je pense que ce qui est important, c'est d'éviter que cette traçabilité génétique extraordinaire ne fasse ressurgir d'anciens préjugés racistes, de hiérarchisation, de stigmatisation en fonction des variants génétiques que nous portons. Et je crois que ce qui est important, c'est que Svante Pääbo lui-même a inscrit toujours ses travaux de génomique
dans une approche pluridisciplinaire. Et en témoigne l'Institut qu'il a cofondé il y a 25 ans, l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, où il y a non seulement un département de paléogénomique et d'archéogénomique, mais aussi de primatologie, de psychologie comparative, de linguistique comparative, pour inscrire cette démarche dans une approche plus globale de l'anthropologie. Et c'est pour ça que je pense que c'est particulièrement heureux qu'une grande institution de sciences humaines et sociales comme le HESS nous permette d'écouter sa présentation et sa discussion de ses travaux dans une prestigieuse conférence MacBlock. Et pour ma part, j'attendrai avec une grande impatience et un immense intérêt de pouvoir à nouveau l'écouter.